Je vais proposer aux intervenants de l'après-midi de bien vouloir s'asseoir pour une série de questions. Et je vais vous proposer d'abord de commenter à chaud ou à froid vos interventions, si vous avez des questions envers les uns les autres. Faut appuyer. Non, ça y est, ça marche. Non, je pense qu'on laissera les autres en parler, mais je pense qu'on ne peut que souligner cette sensation qu'on a eue, et Frédéric et moi, qu'il y avait une certaine forme de rapport entre ce que nous racontions. Donc bon, puisque je parlais de l'indice, ça doit bien faire indice de quelque chose. Moi, je voudrais intervenir sur réagir à ce qu'a dit Philippe Ram. Je suis historien de l'art, et c'est quoi le sujet? C'est décidément, ce qui nous apprend quelque chose, pour moi, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres. Et donc, finalement, ce que je trouve perturbant et intéressant, c'est ce pragmatisme dont il a parlé, qui n'est pas que du pragmatisme, on en a parlé avec quelqu'un tout à l'heure. À mon avis, dans l'humour poétique qui était le sien, il cache quand même quelque chose, c'est qu'il parle de la chose comme si on était purement dans le pragmatisme, dans une sorte d'utilitarisme de la fonction, alors qu'en fait, il y a quand même fondamentalement une dimension esthétique. Il y a un petit paradoxe dans ce qu'il disait. Avant, on utilisait le marbre parce que le marbre, ça faisait riche, grec ou antique, ou tout ça à la fois. Et maintenant, on utilise le marbre parce que c'est froid ou chaud, enfin, selon les saisons, etc. Oui, mais enfin, le marbre, il est toujours là. Et le marbre, vous ne pouvez pas empêcher le marbre de continuer à faire riche, grec, antique, dentiste, cabinet de radiologie et chic. Donc, il y a la dimension esthétique, elle continue à exister. Et à mon avis, elle est quand même très forte. Enfin, je regarde ça avec mon œil inexpert en architecture, mais qui aime regarder les choses. Il y a une esthétique, précisément, qui n'est pas uniquement une esthétique déduite de la fonction, me semble-t-il. Est-ce que je me trompe? Peut-être. Merci. Non, je crois qu'effectivement, le fait d'associer un matériau avec un symbole ou avec une analogie, que le matériau soit l'analogie de quelque chose d'autre ou la métaphore, c'est une pensée en architecture totalement postmoderne. Enfin, c'est vraiment la définition même de la postmodernité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses ne sont plus les choses réelles, mais elles sont l'image de quelque chose d'autre qui se trouverait ailleurs, et donc les choses font référence à quelque chose. Et donc, je pense que le fait d'associer des matériaux, d'associer des couleurs, d'associer des formes à une histoire culturelle, c'est vraiment complètement le moment postmoderne. Donc tout d'un coup, certaines formes font référence à quelque chose. Enfin, moi, je viens de Suisse, donc les artistes suisses aussi ont beaucoup travaillé là-dessus, enfin, en montrant les références qu'il y avait eu dans l'histoire des formes, comme ça, depuis le Bauhaus, depuis Max Biel, comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense que l'esthétique, je ne crois pas qu'il faille la séparer du côté pragmatique. Alors, peut-être par rapport à ça, j'ai deux remarques par rapport à la journée. La première, c'est je ne partage pas le point de vue, le mot qui revient, qu'on a souvent entendu, qui est cette notion de récit qui a souvent été employée. En fait, le mot récit, historiquement, cette idée de grand récit, c'est moi, je la connais à travers Lyotard, dans la condition postmoderne, qui parle de la science, du progrès, de la modernité, des Lumières, comme une histoire, comme un grand récit. En fait, lui, quand il dit ça, c'est pour démolir la modernité. Il l'a réduit à n'être qu'un point de vue subjectif. Il démolit, il se moque du projet moderne en disant en réalité c'est une histoire qu'on raconte, c'est une fable, c'est un mythe, c'est un conte de fées, et qu'on essaye de nous faire passer comme un fait réel. Et en fait, cette idée de grand récit, ça vient de là, et je ne comprends pas pourquoi on continue d'utiliser ce terme de récit, ou de fiction encore pire, parce que c'est discréditer l'objectivité, la vérité, au profit de la subjectivité, de la diversité des points de vue, des fake news, des vérités alternatives, de la post-vérité, de tout ça. Donc je crois qu'il faut sortir, il ne faut plus employer
ce terme de récit, de fiction. Il faut parler de vérité, il faut parler de faits. Donc ça, c'est déjà un moment. On ne sortira pas du problème de la postmodernité, du problème de la création de là, si on ne change pas ce vocabulaire-là, parce qu'il contient en lui-même la critique des Lumières. Et donc, je crois que Bruno Latour en a parlé aussi, à un moment donné. Effectivement, on a été trop loin dans cette idée. Je crois que c'est cette école philosophique aujourd'hui qu'on parle, qui s'appelle Nouveau Réalisme, avec Maurizio Ferrari, c'est des gens comme ça, qui devient très importante aussi en France. Et donc on est en train de revenir sur cette idée que tout était subjectif, tout est une question de point de vue. Et donc je pense que pour affronter l'Anthropocène, pour affronter la condition actuelle, il faut sortir comme ça de cette subjectivité qui a tout envahi depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Oui, merci, ça va nous permettre peut-être de clarifier, quand on avait commencé à le faire, des points de définition absolument essentiels. Je suis d'accord avec vous. Moi, quand j'ai parlé de récit, c'était absolument pas dans le sens de grand récit, hein, c'était tout au contraire. Enfin, d'ailleurs, j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai développé un tout petit peu. L'une des choses qui m'intéresse beaucoup, ce sont les nouvelles narrativités, c'est-à-dire des nouveaux types de récits, justement, qui n'ont rien à voir avec les grands récits, d'ailleurs, qui ne sont pas des fictions. Donc, pour donner un exemple précis, j'ai parlé un tout petit peu d'Anat Singh. Elle commence le chapitre 3 de son livre magistral, Le champignon de la fin du monde, en disant « Narrative as method ». Le récit est une méthode. Et ce qu'elle entend par là, c'est absolument pas fictionnel, ce n'est absolument pas subjectif, c'est absolument pas du grand récit, c'est un nouveau type de récit qu'elle tisse de façon extrêmement précise. Donc elle en... Si vous voulez, je suis d'accord avec vous sur cette nécessité pour des raisons politiques, d'ailleurs stratégiques, d'être absolument puissant dans nos discours face à des discours extrêmement puissants, scientifiques, scientistes, parfois politiques, économiques, etc. Et pour être fort dans nos discours, il ne s'agit pas d'abandonner le bébé avec l'eau du bain et la puissance du narratif. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des puissances politiques dans les récits. Ce que fait Tsing, c'est de montrer, en suivant très précisément les parcours de ce mushroom, de ces matsutake, en montrant comment ils vont du Japon aux forêts en ruine, et comment ils reviennent dans les marchés, etc., comment ils disent à la fois des choses sur comment vivre dans les ruines, comment s'articule le capitalisme américain, la culture gastronomique japonaise, les migrants, et en même temps des nouvelles sortes de vivants que sont ces matsutake qui peuvent s'enchevêtrer dans les pins rouges en ruine de certaines forêts. Donc, juste un tout petit exemple pour dire que c'est des récits enchevêtrés. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir à quel point il y a des nouvelles sortes de récits. Et il faut reprendre au contraire tout ce que récit suppose, mais en étant très précis. Récit, c'est quoi ? C'est des agentivités, c'est un type de temporalité, c'est une façon d'écrire. C'est-à-dire qu'effectivement, là où je suis complètement d'accord, c'est il y a un risque à tout mettre dans le même sac et à confondre récit, fiction, etc. Mais si on est très très précis et qu'on fait de la narratologie, on peut voir à quel point on a besoin, et ça peut être une méthode, et ça peut être politique, et ça peut être précis, hein, presque aussi précis que vos dessins, peut-être pas autant, mais presque, de faire des récits de ces nouveaux êtres et de leur façon de tisser autrement les histoires du monde. Donc moi, je revendique de ne pas abandonner la narrativité aux fake news. Pierre Watt. Oui, juste un petit complément, mais plutôt pour complexifier les choses. Je n'ai aucune envie de défendre le postmodernisme, mais en même temps opposer le grand récit ou la fin du grand récit et les faits qui seraient la vérité, c'est très problématique aussi. Je sais que les faits sont têtus, mais je ne sais pas ce que c'est que les faits, qui sont une chose construite aussi. Et il y a un très bel exemple, c'est justement Sophie Ristelhuber, quand elle a fait son livre sur non pas sur la guerre du Golfe, mais sur les traces de la guerre du Golfe, qui sont des photographies aériennes assez proches de ce que je vous ai montré là, comme des sortes d'indices.
mais indice de quelque chose qui prouvait non pas que la guerre du Golfe n'avait pas eu lieu, comme le dit un essai célèbre, mais qu'elle avait bien eu lieu. Elle a appelé son livre, alors en français je ne sais plus, mais en anglais c'est Facts. En anglais c'est Facts. En même temps, quand on voit les images, ça avait d'ailleurs suscité le débat, elles sont très complexes, ces images, parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir le sentiment d'être face à l'élevage de poussière de Marcel Duchamp, en effet, et que ça posait véritablement la question de l'esthétisation de la guerre. Ce qui fait qu'on voit que le fait, effectivement, est construit, et il est stratigraphiquement construit, et il n'est pas moins ambigu que les grands récits possibles, encore possibles, et autres postmodernités expliquées aux enfants. Il y a peut-être un deuxième sujet que je trouve intéressant, c'est en fait, dans la question de l'histoire de l'art, peut-être peut-être je résume, hein, il y a deux grandes tendances. On pourrait dire il y a une tendance qui serait une tendance de la représentation, c'est-à-dire que la matière, la forme du tableau importe moins que le fond. C'est-à-dire quand on regarde une image romantique, enfin une peinture romantique, c'est surtout le fond, c'est-à-dire de ce que ça raconte, pas tellement la forme. C'est-à-dire la forme dans le sens quel matériel, c'est quoi, d'où vient le pigment qui est employé, quelle est la manière de mettre en place. Turner n'est pas romantique, donc. Turner, c'est un bon exemple parce que Turner, c'est l'autre tradition. Ça serait l'autre tradition qui serait une tradition plus matérialiste ou alors plus sur la forme. Si je prendrais cette distinction un peu nouveau roman, comme ça, de la forme et du fond, on travaille plus sur où le nouveau roman travaille sur la forme et moins sur le fond. Et il y a cette deuxième tradition qui serait plus celle de la matérialité, qui serait celle de Turner, qui irait peut-être aux impressionnistes et qui irait ensuite à, je sais pas, à Buren ou des gens comme ça qui à un moment travaillent sur la forme et non pas sur le fond. Et dans cette histoire-là, je me pose la question, c'est-à-dire que quand on voit ces images qu'on a vues néo-romantiques d'une certaine manière, enfin ces images qui représentent la fin du monde aujourd'hui ou qui sont des représentations comme ça par la photographie, je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas, est-ce que en fait un art anthropocène, ça serait pas plutôt d'aborder la question de la matérialité de ces images, c'est-à-dire on avait une discussion avec Thomas sur le savoir, il y avait certains pigments qui ont été interdits à un moment donné par la communauté européenne, c'est un certain blanc qui était très vif mais qui a été interdit parce qu'il était dangereux. On sait aussi certains pigments rendaient, c'était des chapeliers qui étaient fous parce qu'ils avaient le pigment bleu qui leur coulait dessus ou des choses comme ça. Alors est-ce qu'on ne peut pas se poser à un moment donné quelle est la toxicité du pigment employé, quelle est la toxicité de quand on va respirer la photo, le papier photo, la chose qui a été dessus. Et pour moi, c'est plus cette matérialité-là qui m'intéresse, c'est-à-dire d'être dans la représentation. Je pense qu'on est dans une... bien sûr que c'est intéressant de voir des images du monde d'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un peu à la manière de Kocha dans la fusion des choses, c'est-à-dire à un moment donné, on ne peut pas sortir la matière de la photographie, de quel est le papier, quel est l'acide qui a servi à tirer la photo, quel est le pigment de la peinture, de l'œuvre elle-même. Je pense que tout ça est dans une espèce de fusion et c'est ça, je crois que c'est un peu ça le discours aussi que j'ai entendu aujourd'hui, c'est ça, ce mélange des choses qui caractérise l'Anthropocène. Je suis obligé de répondre, mais 2 secondes. Si je devais aller dans votre sens, je vous dirais que quand Turner s'est mis à peindre de la manière qu'on connaît, c'est-à-dire où, moi je ne parlerai pas du tout de forme et de fond, mais plutôt, enfin ça peu importe, transparence et opacité ou quelque chose comme ça, quand il s'est mis à peindre vraiment opaque, la rumeur courait qu'il avait été empoisonné par son jaune. C'est-à-dire que les gens qui n'arrivaient plus à le défendre se disaient qu'il avait vraiment dû être empoisonné par son jaune. Donc ça, c'est une pierre dans mon jardin, dans votre sens. Après, je ne crois pas du tout qu'il y ait distinction entre la question de la matérialité et la question de la représentation. Ça dépend vraiment des œuvres et on pourrait tout à fait montrer dans la photo de Rista Luber précisément comment, malgré le médium photographique, je dirais, elle cherche précisément à nous rendre quelque chose de ce que vous appelez la peau du monde, moi ce que j'appelle la texture du monde, ce que Montaigne appelle la contexture du monde.
et que c'est précisément dans ce rapport plus haptique qu'optique que les choses se font. Mais ça, c'est pas une question de manière de peindre. Caspar David Friedrich, il peint de manière totalement transparente, mais chez lui, on passe notre temps à voir qu'on ne voit pas par d'autres moyens que par ceux de la matérialité. Il est capable, dans un même tableau, d'articuler une vision en excès et une vision en défaut, à la fois la question du nuage et la question du détail, pour perturber notre vision. Donc ça, pour moi, c'est pas une question de... Mais bon, peu importe. Mais juste pour terminer, sur Turner, il y a ce livre récemment qui est sorti sur l'année sans été, avec l'explosion du Tambora, qui a projeté une série de particules fines dans l'air et qui fait que tout d'un coup, le jaune, les ciels extraordinaires sont liés effectivement à ces particules fines qui rendent... Il y a ce côté un peu chinois, enfin de la pollution à Pékin, qu'on voit ces jaunes comme ça, parce qu'effectivement, les rayons frappent les PM 2.5, les PM 10, comme ça, et reflète ça. Alors, et à Londres, c'était le cas déjà avant, puisque le charbon, puisqu'on brûlait, la ville était pleine de charbon brûlé qui effectivement bloquait, diffractait la lumière du soleil naturel et donnait ces ciels extraordinaires. Donc certaines théories aujourd'hui disent qu'en réalité Turner n'interprétait pas le ciel, mais représentait en fait ce qui était réellement. Oui, alors ça veut dire que tous les autres interprétaient. Mais cette idée-là, l'idée que Turner peint finalement selon les conditions climatiques créées par la catastrophe, dont il ignore même l'existence, Turner aurait été ravi, enthousiaste, parce que ça participe exactement au mythe de l'artiste tel qu'il essaie de l'évoquer. C'est-à-dire que Turner multiplie les anecdotes sur lui-même pour expliquer que les tableaux qu'il peint, il les peint du sein même de la catastrophe. La plus célèbre d'entre elles, c'est un tableau qui s'appelle Tempête de neige en mer, celui que j'ai mis en couverture de mon bouquin, avec un titre extrêmement long où il explique que l'auteur du tableau était sur le bateau quand celui-ci a traversé la Manche, etc., et qu'il a failli mourir. Et il raconte que traversant la Manche, il a eu une tempête de neige terrible et qu'il a failli mourir. Donc qu'est-ce qu'il a demandé, tout à fait au hasard? Il a demandé à ce qu'on l'attache au mât du bateau, ce qui ne rappelle absolument rien d'autre. Et donc, entre Charybde et Scylla, il a demandé à être attaché au mât du bateau, c'est-à-dire entre Douvres et Calais. Et il s'est dit, je vais mourir, mais si je ne meurs pas, il faudra que je peigne, que je ramène de là où je suis ce tableau-là. Donc, c'est une peinture faite du cœur même de la mort. Il peint dans des orages, il peint à la fenêtre des trains, et donc il peut peindre dans la gueule du volcan. Pour lui, il n'y a pas mieux. Peut-être on va commencer les questions du public avec Jean-Pierre Dupuis. Merci. J'aimerais vraiment beaucoup discuter les exposés de Frédéric Aït-Touati et de Pierre Watt, mais je ne peux pas m'empêcher de poser une question à Philippe Ram, parce que j'ai pris votre exposé pour une provocation. Écoutez, je pense que vous nous avez raconté des histoires, vous qui posez les problèmes de la fiction. Mais j'ai une question préalable. Quand est-ce que vous êtes arrivé ce matin? Parce que, est-ce que vous avez assisté à la discussion du matin, aux présentations du matin? Non. Non. Alors d'accord, ok. Alors donc il faut que je reprenne des choses qui ont été dites et discutées. Bon. Mais enfin, je vais être très court, parce que, bon, écoutez, là où nous tous, nous avons mis en avant la complexité, vous avez mis en avant la simplicité. Vous l'avez dit plusieurs fois, etc. Là où nous avons parlé d'épistémologie complexe ou tordue, etc., vous êtes partisan, et je ne dis pas ça de manière critique nécessairement, d'une épistémologie hyper positiviste. Enfin bon, les faits, etc. Bon. Mais écoutez, quand même, quand vous dites que... Alors, ce que vous avez dit m'a paru passionnant. Je ne mets pas ça en cause. Mais c'est un quart du problème, monsieur. C'est un quart du problème quand vous dites c'est la totalité. En gros, à l'échelle mondiale, bien évidemment, on a un quart. Un quart agriculture, un quart production d'énergie, un quart transport et un quart ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire le chauffage, l'espace domestique, etc. Alors, je suis très impressionné ce que vous faites là en architecture, mais c'est un quart de la question. Quand vous dites il n'est plus question il est ridicule de ne pas prendre l'avion, etc. Bon, mais c'est faux. Le transport joue un rôle absolument fondamental. Bon. Alors, par ailleurs, je n'ai pas tout à fait terminé, sur le nucléaire. Il y aurait beaucoup de choses à discuter à propos du nucléaire.
Et les écolos eux-mêmes sont extrêmement gênés par rapport à la question du nucléaire, puisque bon, si vraiment c'était le changement climatique qui comptait, ben, ils devraient être pour le nucléaire. Certains d'ailleurs, comme, comment s'appelle-t-il? Le ministre qui a démissionné, Nicolas Hulot, merci bien sûr, a beaucoup changé d'avis sur la question du nucléaire. Il est devenu à peu près pro-nucléaire. Alors, sur le nucléaire, je voudrais dire une chose. Bon, d'abord, il produit du CO2. Ça, il est inexact de dire qu'il ne produit pas du CO2. Alors, c'est pas, bien sûr, c'est pas le... Bon, enfin, il faudrait rentrer dans les détails techniques. Le nucléaire, alors là, je rejoins ce que disait, à vrai dire, ce que disait Riccardo Venturi, qui m'a paru extrêmement intéressant. Oui. Bon, le nucléaire, quand il explose, hein, je suis spécialiste de Fukushima et d'Hiroshima aussi, mais enfin de Fukushima et de Tchernobyl. Bon. Il transforme complètement le concept de ruine, dont il a été question avec vous aussi. Alors, quand on travaille sur Tchernobyl, Tchernobyl, c'est le nom d'un petit village, mais il y a une grande ville qui avait 50 000 habitants, qui s'appelle Pripyat, du nom de l'affluent du Dniepr, auprès de laquelle était la centrale dite Lénine. C'était une ville de 50 000 habitants qui hébergeait les travailleurs de la centrale et leurs familles. 50 000 habitants. Alors vous voyez une ville dont les immeubles sont parfaitement debout, il y a encore 10 ans, mais dont toute vie s'est échappée, et au minimum pour 24 000 ans, parce que c'est la demi-durée de vie du plutonium-239. Bon, voilà. Donc c'est exactement le contraire, disons, des ruines de Pompéi, etc., où la vie continue, et tôt ou tard, les maisons seront reconstruites. Hein. Pompéi, là, ont été plusieurs fois. Bon, là, les immeubles sont là, il n'y a plus de vie. Bon, ok, ça c'est le nucléaire. Mais comment pouvez-vous dire qu'en réglant la question de l'urbanisme, de l'habitation, etc., vous réglez tout le problème? C'est un quart. C'est un quart. Franchement. Est-ce que ce n'est pas une histoire, ça, ou un mythe? Mais est-ce que vous êtes d'accord que le nucléaire n'a rien à voir avec le réchauffement climatique? Ah ben, bon, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que c'est ça. Quand vous parlez de complexité, moi je crois que effectivement le problème c'est que vous complexifiez les choses. C'est-à-dire le nucléaire n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Donc pourquoi on n'est pas obligé de parler de ces deux choses en même temps? On peut pas avoir une autre discussion sur le nucléaire. Moi je ne défends absolument pas le nucléaire. Je pense que le nucléaire effectivement est dangereux puisque un accident nucléaire est catastrophique. Donc je ne dis pas du tout que le nucléaire est bien. Je dis que ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. La même chose, il y a énormément de sujets qui sont différents. Et je crois que la complexité, c'est aussi une invention postmoderne. La complexité. Non, attendez, excusez-moi. C'est une invention. Oubliez cela. Comment pouvez-vous dire que vous avez résolu le problème en en traitant un quart? Je parle. C'est ma question. Alors, non, je dis ce que je dis. Je dis que simplement, on focalise. À un moment donné, on voit bien. Le problème, c'est que quand je dis effectivement, ça serait intéressant de mettre du double vitrage. La majorité des gens ne sont même pas au courant de cette idée-là. Ils pensent que le problème vient du fait qu'ils mangent de la viande ou qu'ils prennent l'avion. Vous ne répondez pas à ma question, monsieur. Alors, vous ne répondez pas à ma question. Je pense après vous dites un quart, c'est 25%, c'est 39%, le bâtiment, l'énergie du bâtiment. Donc après, à l'échelle mondiale, oui, c'est 39%. On vérifiera, là, on a les derniers chiffres du GIEC, on vérifiera. Voilà. Bon, ok. Bon. Alors. Bon, vérifiez vos documents. Donc, dedans, je pense qu'il faut agir, que c'est important d'agir là. Je ne dis pas que le reste n'est pas important. Je ne suis pas en train de dire que y a d'autres. Mais je crois que c'est bien aussi de hiérarchiser, parce que le problème, c'est qu'on voit bien que tout le monde dit personne ne sait quoi faire. On est dans une forme de... On ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment... C'est trop complexe. Alors on pourrait juste dire, commençons par changer les fenêtres. Et déjà, c'est pas mal, c'est beaucoup. Je ne dis pas que ça résout tous les problèmes. Je
dis que c'est un élément important, très important. Donc je pense que Virginie Maris veut parler. Ouais. Enfin, je ne sais pas, justement, par rapport à cette question de hiérarchiser, de faire des distinctions, de s'en tenir aux faits. Typiquement, l'histoire, le récit dont il a été question, c'est des camemberts, et puis là on voit la part, donc d'abord on dit le problème c'est le réchauffement climatique, alors que le sujet qui était le nôtre c'est l'anthropocène, la crise, quelle transformation du monde, donc on le réduit au changement climatique. Ensuite il y a un camembert, là on pourrait discuter longtemps, et on va le faire peut-être ce soir à table, de la méthodologie qui fait que comment on évite les doubles comptages, qu'est-ce qui en fait relève de l'agriculture, du fait de manger de la viande et du transport, bref tout ça. Et c'est des choix qui sont faits, c'est des choix méthodologiques qui sont explicites, qu'on peut discuter, mais qui ne sont pas des faits, qui sont des choix méthodologiques à un moment donné. Et ensuite, on reste sur le chauffage. Et moi, je voudrais juste raconter, par exemple, sur votre premier exemple, qui est la Grande Halle, mais juste à côté, on l'a vu sur la photo, il y a la tour Louma. On pourrait avoir un autre récit, et je pense qu'il est aussi collé aux faits. Par exemple, typiquement, c'est mon petit moment... biopic, je suis arlésienne, et à côté des ateliers SNCF, il y a la ZAC des Minimes, qui était un lieu en pleine effervescence où on essayait donc mi-friche agricole, mi-friche industrielle, où il y avait un ensemble d'associations qui essayaient de mettre en place une dynamique de jardin collectif. Les ateliers SNCF eux-mêmes étaient le lieu des rencontres de la photo. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, c'était quand même une institution culturelle mondialement reconnue, etc. Et là, on implante un projet. Et on peut regarder, bon, dans le cas de la tour Louma, de toute façon, je pense que le bilan énergétique, il est catastrophique, mais quand bien même il y aurait quelqu'un qui viendrait nous montrer qu'il y a du triple vitrage et que ça n'est pas un bâtiment à énergie positive, mais quand bien même ce serait un bâtiment à énergie positive, en fait, sur une dynamique de territoire, on a une organisation sociale très créative, très ingénieuse qui se met en place, et qui se met en place notamment dans un horizon peut-être pas post-carbone, mais dans un horizon plus sobre en termes d'énergie fossile. Et là, on implante un projet, vraiment, vous l'avez vu, vous le connaissez, mais vous l'avez vu un peu tomber du ciel, un projet qui a pour ambition de faire d'Arles une place mondiale, un hotspot culturel à l'échelle mondiale, donc pour attirer des touristes de partout, enfin un certain type d'élite culturelle à l'échelle mondiale, etc. Donc le bilan carbone de ça, on l'imagine même pas, il est inimaginable en fait. Et c'était juste pour dire que finalement, la ZAC des Minimes, donc cette espèce de truc d'effervescence, ça va devenir un parking. Parce qu'évidemment, avec une infrastructure comme celle-ci, il faut accueillir le public, un parking qui va être payé par la mairie, donc payé par les citoyens. Et donc, on se retrouve alors, on verra bien ce que ça fait. Hein. Il y a déjà des effets de gentrification, il y a déjà un impact écologique du projet. Mais c'est simplement de dire que penser en silo, ou dire on va s'en tenir aux faits et on va partir des émissions mondiales et puis voir la part, puis se dire finalement, si je mets du triple vitrage sur un bâtiment comme celui-ci, j'ai fait ma part. Non, en fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est se dire, au niveau d'un territoire, quels sont les problèmes, quelles sont les solutions, comment elles peuvent émerger. Et donc, je voulais juste offrir un autre récit. Je vous jure que j'invente pas. C'est pas non plus, je raconte pas une histoire. C'est des faits aussi, mais c'est des faits qui sont mis autrement et en fait qui racontent une autre histoire sur des projets comme ceux-ci. Donc voilà, je voulais le partager avec vous en espérant que c'est pas de se battre, de mettre la fiction contre les faits, le réel contre l'imagination. C'est vraiment de se dire qu'il y a des choix qu'on fait dans ce qu'on met en lumière et ce qu'on laisse dans l'obscurité quand on s'attaque, entre guillemets, à des problèmes comme ceux de l'anthropocène, de la crise environnementale ou même du seul réchauffement climatique. Non, mais je comprends bien je comprends bien le point de vue. Je pense que la question, effectivement, peut être politique et importante, c'est-à-dire que en fait, la mesure sur l'isolation des bâtiments a été retirée des propositions du gouvernement parce qu'elle coûtait trop cher. Donc ça a été retiré au mois de novembre dernier. Et effectivement, donc il reste le reste. Et puis, effectivement, ce qui s'est passé, ce qui a déclenché aussi le mouvement des Gilets jaunes, c'est tout d'un coup, on vient taxer
le carbone, et comme les voitures représentent, alors on parlait tout à l'heure, hein, dans les derniers chiffres du GIEC, c'est 14% les transports, avec 2% pour les avions, et, enfin, donc tout d'un coup, effectivement, on vient taxer les voitures, enfin, pour ça. Et effectivement, ceux qui vont payer à un moment donné la taxe carbone sont ceux qui utilisent la voiture, et donc effectivement les gens du périurbain, et non pas ceux qui prennent l'avion. Donc bien évidemment que ça, c'est complètement injuste et mal fait. C'est-à-dire qu'effectivement, ça devrait être ceux qui prennent l'avion qui payent la taxe sur le carbone. Donc, puisque c'est une question de richesse, de répartition de richesse. Donc je pense que le point de vue politique est très important, mais ça n'empêche pas que, effectivement, apparemment, j'aurais pu me renseigner un peu mieux, mais apparemment, effectivement, la mesure principale, il y a eu un article dans Le Monde dessus, au mois de novembre, qui était celle de l'isolation des bâtiments, a été retirée des propositions, et donc tout d'un coup on s'acharne sur la viande, on s'acharne sur des choses comme ça, alors que le principal sujet est plus en discussion, quoi. Donc c'est un vrai problème, et je pense que et vous dites bon, c'est un quart du problème, c'est pas mal, enfin, par rapport à 2% pour l'aviation, c'est pas mal. François ? Alors en fait, j'avais une question qui s'adresse surtout à Pierre Watt, mais qui implique également Jean-Pierre Dupuis. Je me souviens d'un entretien que j'avais entendu dans lequel vous parliez de cet exercice de pensée que vous aviez fait à propos de la dissuasion nucléaire, et vous parliez à cette occasion d'humiliation de la raison. Et en vous entendant, Pierre Watt, parler de cet art d'alerte, ou plus généralement de cette tentative de conceptualisation d'un art au temps des catastrophes, j'ai l'impression que cet orgueil blessé est une dimension essentielle, en tout cas pour moi, dans la transformation de la pratique artistique. C'est-à-dire que toute création artistique qui tenterait aujourd'hui de maîtriser son environnement et qui ne penserait pas, comme l'a montré Frédéric Atoati très brillamment, une communication par exemple entre humain et non-humain dans un même continuum, ou en tout cas qui n'aurait pas modifié l'endroit à partir duquel elle parle, ou à partir duquel elle peint, ou à partir duquel elle écrit, pour moi, serait une création artistique devenue totalement inactuelle. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous entendez quand vous parlez de discrétion. J'ai cru vous entendre parler de modestie également, mais j'en suis pas certain. C'est peut-être moi qui suppose. Mais voilà, je voulais vous interroger sur cette question-là. Merci. Oui, je crois que si on veut réfléchir à ce que pourrait être vraiment un art de l'anthropocène, c'est un petit peu comme le débat qu'on vient d'avoir, hein. Bien sûr, narcissique, c'est compliqué. Un art de l'anthropocène, c'est forcément un art qui essaye de se débarrasser de l'anthropocentrisme. Bon, ça devrait être fait depuis un certain nombre de siècles, hein, puisque la blessure narcissique, comme l'a rappelé ma voisine, Copernic et Galilée se sont quand même sérieusement attaqués déjà au problème, mais on a vu qu'effectivement, il y avait des gens pour penser que le fait que ce soit le Soleil qui était au centre, ça les arrangeait, parce que le Soleil, c'était eux. Et ça, c'est tout le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est l'anthropocentrisme, l'humanisme avec appropriation. C'est-à-dire, peut-il exister un art dans lequel l'homme, finalement, ne se laisse pas aller à la pulsion d'imprimer sa marque? Et quand on s'intéresse, comme moi, à la question du paysage, est-ce qu'il peut y avoir un paysage dans lequel il y ait un humanisme qui ne soit pas je cherche ma trace, je laisse ma trace. Et éventuellement, je laisse ma trace pour que quelqu'un trouve ma trace. Donc quelque chose d'une appropriation, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit spirituelle. Georgia O'Keeffe peint la même montagne pendant 30 ans au Nouveau-Mexique, qui ressemble à la Sainte-Victoire comme 2 gouttes d'eau, et elle dit je l'ai tellement peinte avec tellement d'intention pendant tellement d'années que Dieu m'a dit qu'un jour il me la donnerait. C'est magnifique, c'est tout à fait extraordinaire. Le projet de l'artiste, dans le fond, c'est toujours la question de l'appropriation. C'est ce que vous parlez du fait que
Voilà, les territoires vierges, on a envie d'aller dans les territoires vierges parce que pour les découvrir, et une fois qu'on a quitté les territoires vierges, ils ne sont plus vierges. C'est ce que Lévi-Strauss dénonce en parlant de cannibalisme nostalgique. Donc comment produire un art qui ne soit pas, dans lequel l'homme arrête de penser qu'il est en effet le centre du monde et qu'il peut remodeler le monde pour en faire sa trace, son autoportrait, sa projection, le signe de sa domination, etc. Donc moi, je ne crois pas que la complexité soit une question strictement postmoderne. Je pense que penser la complexité, c'est précisément ne pas tomber dans quelque chose de binaire, mais c'est pour ça que je défendais cette idée d'alerte, cette idée d'inquiétude. Les Allemands, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais les Allemands qui ont payé pour apprendre la complexité ont deux mots pour désigner l'idée de monument. Il y a le Denkmal. Denkmal, c'est le monument au sens classique du terme, c'est celui que vous trouvez sur les places. C'est le monument classique, c'est le monument de remémoration ou de conservation du passé. C'est ce que dénonce Nietzsche quand il parle d'une histoire monumentale, quelques héros qui ont fait le monde. Et puis ils ont un autre mot extraordinaire qui s'illustre notamment dans ce qu'a fait Peter Eisenman à Berlin, un monument aux Juifs exterminés, comme un champ de stèles comme un labyrinthe irrégulier. C'est le Mahnmal. Et Mahnmal, ça veut dire le monument d'alerte. C'est à ça que je pensais, en l'occurrence. Et qui se fonde plutôt sur, au minimum, l'acceptation de la blessure narcissique, c'est-à-dire au minimum quelque chose comme le doute ou l'incertitude. Pas l'autoflagellation. Oui, c'est... ce qui est bien dans le tableau de Thomas, c'est ça, c'est l'intrication. C'est quand on le voit au début, on ne voit pas vraiment ce qu'on voit. C'est pas une espèce c'est pas la copie corrigée en rouge en disant où est-ce que l'homme a laissé ses détritus. C'est plus compliqué que ça. Ça crée quelque chose comme de l'incertitude, du doute. Alors je me souviens pas d'avoir dit modestie, mais oui, cette question de la discrétion non ostentatoire. Le grand problème du XIXe siècle, c'est le bouquin de Vanessa Schwartz qui s'appelle Spectacular Realities et qui montre ça. C'est comment, au XIXe siècle, c'est la spectacularisation du monde complet. L'art en régime de spectacularisation, le diorama, le panorama. Quand le père Goriot meurt, dans le père Goriot, c'est les pensionnaires de la pension Wauquiez s'exclament, ils disent « Oh, quel magnifique mortorama !» puisqu'ils font un concours sur les spectacles en rama. Dans le père Goriot, tout est en rama, quel délicieux bœuf au rama, quand ils sont à table. Ça, et Goriot meurt, c'est le mortorama. Ça fascinait Cézanne, qui s'identifiait. Et sortir de cette spectacularisation. Sinon, et c'est pour ça que je pense que le triomphe de la spectacularisation, c'est pour ça que je parle du jeu vidéo, ou de finalement peindre, on attend l'artiste qui va peindre une toile qui fera 545 km de long sur 4 km de large. Magnifique, un fake parfait de la DMZ. Ça, c'est la spectacularisation. Ça, c'est le truc à vélo. Ce qui est intéressant, c'est des œuvres qui essaient de produire une sorte de contre-pied. C'est le contre-pied de beaucoup de choses. Vous avez raison, l'Anthropocène, c'est pas simplement la question du réchauffement, c'est la question globale de la catastrophe, qui produit aussi dans notre rapport, nous, spectateurs, qu'est-ce que ça va produire aussi en termes de régime de regard, et notamment, est-ce que ce sont des œuvres capables de produire, moi c'est une chose qui m'est chère, de la décélération. On peut faire un colloque sur l'accélération. Il y a un livre célébrissime, Hartmut Rosa, sur le sujet. C'est aussi ça, l'Anthropocène. C'est la catastrophe au régime accéléré. Donc là, il y a quelque chose de la décélération. Pour regarder ce tableau, si on veut ne pas confondre une œuvre d'art et une image, il faut lui rendre un peu du temps qu'il nous donne. Et le regard ne s'ouvrira qu'à condition de décélérer devant lui, décélérer pour commencer à aller chercher les signes discrets qui font indice de quelque chose qui ne nous est pas dit explicitement, Dieu merci. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé entendre Frédéric sur la question de cette cartographie. J'ai beaucoup aimé l'idée qu'il fallait commencer par enlever le fond de carte, c'est-à-dire qu'on enlève le fond de carte puisqu'on ne pose pas d'abord un monde et ensuite les déplacements dans le monde, mais le monde défini à partir des déplacements. Donc c'est à la fois, c'est très paradoxal d'ailleurs parce que on pourrait dire que c'est la conséquence du fait que l'homme est le responsable, donc on fait la carte à partir de l'homme, et en même temps ça revient encore à la question de l'anthropocentrisme finalement. Sauf qu'on ne fait pas la carte à partir de l'homme, mais à partir de l'humain, du non-humain, et même de cette autre d'ailleurs frontière qui est en train de s'effriter un petit peu si on lit la biologie contemporaine entre le biotique et la biotique. C'est-à-dire qu'on se rend compte que
c'est ce qu'on voit d'ailleurs très bien aussi dans tes images, dans certaines photographies, ce mélange entre la roche, les sédiments, les bactéries. Enfin, c'est assez fascinant, toutes ces limites qui sont en train d'être franchies et qui nous obligent à repenser complètement la catégorie du paysage. Moi, j'étais très frappée, parce qu'en fait, ça permet de répondre à ta question, par le lien entre nos deux communications sur la trace. J'avais d'autres images d'ailleurs que je ne vous ai pas montrées, parce que je n'osais pas, mais j'aurais dû. Il y avait une image de la Lune que j'ai trouvée dans une exposition à Copenhague sur la Lune récemment, où on voit la trace du robot qui a exploré une des phases de la Lune. Et aujourd'hui, quand on photographie la Lune de très près, on voit encore cette trace dans le sol lunaire. Et puis de l'autre côté, j'avais une image d'une trace d'un chevreuil qui fait la cour. Et là, c'est Baptiste Morisot, grand philosophe pisteur de traces, qui me l'a indiqué pendant qu'on déambulait dans les Alpes. Et donc, c'est des ronds, on appelle ça des cercles de sorcières. Donc, et finalement, ces cartes qu'on essaye de faire, elles voudraient combiner ces deux types de traces, c'est-à-dire effectivement les traces humaines auxquelles on tient, et essayer de les mêler, de les intégrer, de les penser à l'intérieur d'autres traces. Et cette idée de la disparition du fond de carte, elle est importante parce qu'elle rejoint le théâtre. Elle rejoint la question de la disparition du fond de scène, du rideau de fond de scène. Et finalement, elle rejoint la grande histoire du paysage que tu nous racontes. C'est-à-dire à quel endroit est le spectateur, ça tu l'as bien dit, mais qu'est-ce qu'on fait du spectacle? Est-ce que c'est un spectacle? Est-ce que la nature est un décor, avec tout ce que l'histoire de la scénographie et du théâtre a construit autour de cette notion de décor, décor inerte, ou est-ce qu'il n'y a pas de nature, il n'y a pas de décor finalement, il n'y a que de l'espace constamment en train de se faire, et la capacité de l'humain à produire des artefacts, des espaces, elle est réelle, mais elle est partagée, infiniment partagée par tous ces êtres, y compris les plantes. Emmanuelle Ecoccia l'a magnifiquement montré, les plantes produisent l'air que nous respirons. Elles sont productrices de cet espace soi-disant inerte dont nous vivons. Donc finalement, je parlais de changement de cosmos, en fait, le cosmos qui nous entoure, le paysage, le fond de scène, le décor est en train de s'animer de tous les côtés, si on veut bien écouter à la fois et en même temps la science contemporaine et les artistes qui nous rendent sensibles aux détails et aux traces de cette animation. Oui, Agnès Sinaï. Est-ce qu'il faut qu'on profite du crépuscule? Oui, moi je voudrais revenir sur votre exposé, Frédéric, qui était d'une grande finesse, ça m'a passionnée. Et en regardant ces diagrammes, ces cartographies, où vous faites coexister donc l'ensemble du vivant et en même temps les technofossiles, les artefacts, et les flux, etc., je me demandais quand même si ce n'était pas une manière de relativiser toutes ces entités les unes par rapport aux autres, au risque de ne plus pouvoir se représenter les formes de colonisation de ces espaces qui sont quand même à l'œuvre. Enfin, par exemple, il y a 200 000 vols d'avions par jour. Comment ce genre de flux sont représentés par rapport au vol d'une mouche ou d'un oiseau? Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des flux relatifs les uns par rapport aux autres, auquel cas on perd la proportionnalité, on n'est plus dans une expression de proportion, ou est-ce qu'on imagine que tout ça va s'hybrider et qu'au final, parce qu'il y a des oiseaux, il y aura moins d'avions? Enfin, voilà, j'aimerais savoir où est-ce qu'on veut en venir finalement. Merci. Oui, merci de poser cette question. En fait, les modèles
spéculatifs, potentiels que j'ai présentés n'ont pas du tout le même statut. Par exemple, le premier sur le sol donne à voir vraiment une colonisation du sol. Il est très... comment dire, on peut faire, au-delà de cette espèce de geological time, là, de temps linéaire de la géologie qu'on connaît, on peut faire une espèce de diagramme, on essaie de le faire à un autre endroit du livre, de l'approfondissement de notre colonisation. Depuis l'Antiquité, petit à petit, ça s'enfonce, en fait. On va de plus en plus loin, et puis avec le gaz de schiste, on est en train de coloniser l'intérieur de la Terre. Donc là, très clairement, il n'y a pas du tout de relativisme ou de... pas du tout. Par contre, il y a cet effort, au contraire, pour visualiser cet enfouissement de choses qu'on ne veut pas voir, et notamment l'enfouissement des déchets nucléaires. On revient à ce matin, qui est l'un des enfouissements les plus terribles, parce qu'il préempte, c'est le cas de le dire, notre avenir et l'avenir d'un territoire entier. Donc il y a cet approfondissement, cette profondeur géologique qui n'a d'égal que la profondeur temporelle. C'est-à-dire que le dernier modèle, pour le coup, c'est un modèle sur les ruines, ce qui s'appelle ruines et chantiers, où on essaye d'imaginer qu'est-ce qu'on fait de ces ruines, justement, une fois qu'on les a nommées, qu'on les a légendées, comment on imagine des futurs possibles dans ces ruines. Et là, on est très inspiré d'Anat Singh, dont j'ai parlé. Donc l'idée, c'est surtout pas justement de tout mettre au même niveau, mais au contraire de faire un effort de légende, c'est-à-dire de dénomination, d'identification, de nommer les fossiles, les habitants de nos sols. Alors il y a des organismes habitants, il y a des fossiles, et puis il y a des artefacts. Ils n'ont pas la même temporalité, ils n'engagent pas le même rapport au sol, ils n'engagent pas les mêmes actions. Donc voilà, au contraire, on espère que ces cartes sont des cartes assez politiques, puisqu'elles invitent à distinguer très précisément chaque trace, chaque détail, et à voir comment on peut faire avec. Parce que, de fait, c'est aussi des cartes d'un état, d'un état de l'Anthropocène. Comment on vit dans ce sol une fois qu'on l'a dessiné. Je vous propose de partir maintenant et de voir la fin du crépuscule, en espérant qu'on se retrouve demain à 10h du matin. Merci beaucoup.